chapitre qui suit là, ça va concerner la courbure et les tenseurs. D'accord ? On va faire ces deux choses-là en même temps. Vous verrez dans les notes, il est vraiment très long ce chapitre. Dans les notes, il y a vraiment beaucoup de choses, et en particulier parce qu'il y a beaucoup de calculs qui peuvent être complexes et longs. Donc c'est dans ce chapitre-là qu'on va vraiment zapper plein de trucs. Je ne vais pas essayer de vous cacher des choses, hein, mais juste il y a vraiment des moments où je vais vous dire là, le calcul est trop long. On part de ça, on obtient ça, et on s'économise 3/4 d'heure, hein, facile sur le moindre calcul. Ça c'est le chapitre 2. Courbure et tenseur. Ça pourrait s'appeler aussi outils mathématiques ou quelque chose comme ça, mais c'est ça, essentiellement les deux choses qu'on va voir ici. Et pour commencer, donc, je vais m'intéresser à la courbure. Je voudrais maintenant vous parler d'une propriété des surfaces, hein, qui va jouer un rôle vraiment important dans la suite. Et alors pour ça, imaginez l'expérience suivante. J'ai une feuille de papier ici, qui est plane, voilà. Et j'ai tracé ici deux points A et B sur la feuille de papier, et je me pose la question de la distance qui sépare les points A et les points B. Je n'ai pas de règle, j'ai juste cette feuille qui est quadrillée ici. Donc la manière de faire ça, que vous allez probablement penser, c'est de dessiner deux lignes qui suivent les quadrillages et d'utiliser le théorème de Pythagore pour écrire que la distance entre A et B ici est donnée par AB carré est égal à X carré plus Y carré. Ça, je vais l'appeler X, et ça, je vais l'appeler Y. Ça, c'est le nombre de carreaux horizontaux sur la feuille, et ça, c'est le nombre de carreaux verticaux sur la feuille. Donc ça, c'est la géométrie à laquelle vous êtes habitués, et donc c'est la relation habituelle entre les distances dans un triangle. Maintenant, si je prends cette feuille-là, et que je la roule sur elle-même, pour en faire un cylindre, et je vous pose la question, quelle est la distance entre A et B? Alors, ça paraît un peu bizarre, parce que bon, A et B, il y a un point qui est là et l'autre qui est ici. Donc de quelle distance on parle? Est-ce que c'est la distance dans l'espace tridimensionnel? Non. Ici, je m'intéresse à la distance sur la feuille, c'est-à-dire, j'imagine qu'il y a une petite fourmi qui vit là-dessus, qui part du point A, et on peut se demander quelle est la longueur du chemin qui va l'amener vers le point B. Si je prends le plus court des chemins qui va de A à B pour la fourmi, quelle est la longueur qu'elle va obtenir? En fait, on se rend compte, pour ce genre de géométrie, là, pour un cylindre, on peut encore de nouveau appliquer une expression de ce type-là. C'est-à-dire que sur le cylindre qui est ici, j'ai le point A qui est là, et le point B qui est là. La distance AB qui est ici, on peut aussi la calculer de la même manière, c'est-à-dire, on descend ici le long de l'axe du cylindre d'une distance Y, et puis la distance X que j'avais tracée ici sur la feuille, elle est encore sur la feuille, hein, c'est la même, elle est simplement enroulée le long du cylindre. Et on peut écrire de nouveau ici que la longueur dL carré est égale à dx2, pardon, AB carré est égal à x2 plus y2. Et en fait, si on s'était dit, tiens, on est sur un cylindre, donc je vais prendre d'autres coordonnées que x et y, et si par exemple vous prenez des coordonnées cylindriques, avec ici l'axe du cylindre selon y, et puis ça, je l'appelle l'angle θ, ici l'angle sous-tendu par cet arc-là. La distance x ici est donnée par r fois θ. R, c'est le rayon du cylindre, et θ, c'est l'angle que j'ai dessiné ici. Et on se retrouve ici avec AB carré est égal à R2 θ2 plus Y2. Donc c'est-à-dire que si j'avais commencé à étudier le cylindre, je m'étais retrouvé avec ce système de coordonnées-là, j'aurais pu l'écrire sous cette forme-là et mettre encore une fois les distances sous la forme du théorème de Pythagore. Tant qu'on peut faire ça c'est ce qu'on appelle on dit que la surface est plate, donc elle n'a pas de courbure. Alors ça paraît un peu bizarre parce que ça, c'est vraiment, on a l'impression que c'est courbe. En fait, c'est courbe dans l'espace à 3 dimensions, mais du point de vue de la surface elle-même et de quelqu'un qui étudie la surface sans s'autoriser à sortir de la surface, et bien ça a toutes les propriétés d'une surface plane. Maintenant, il y a des surfaces qui sont un peu plus compliquées que ça. En particulier, si je prends une sphère maintenant, là c'est complètement différent. Donc, là, ce dont j'ai parlé, c'est une courbure extrinsèque. Si maintenant je considère une sphère et que je
je prends ici un point A qui est ici, et je veux aller sur un point B qui est par exemple ici sur l'équateur. Lui, il est par exemple au pôle, et lui, il est sur l'équateur ici. Comment s'exprime la distance entre A et B en fonction des coordonnées qui décrivent la sphère? Pour ça, il faudrait que j'écrive un système de coordonnées qui va bien pour la sphère. Je vous propose de prendre les coordonnées sphériques, par exemple. Comment s'écrit, alors je vais l'écrire de manière différentielle ici. Comment s'écrit la longueur dl ici carré en fonction de l'écart dθ, dφ, où θ ça va être l'angle qui est là. Je ne peux pas le faire à partir de l'équateur sinon on ne comprend rien. Donc ça, c'est ce que je dessine ici, c'est le centre de la sphère. Θ ça va être ça s'appelle la colatitude. D'accord ? Et puis ce que je vais amplifier, ça va être l'angle ici, le long de l'équateur. Donc vous voyez le truc, vous avez ici cet arc-là, on peut faire bouger le long de l'équateur, on peut faire tourner. Ça donne ici la longitude. Et puis θ ici, c'est la colatitude. Co, parce que latitude, c'est souvent par rapport à l'équateur, vers le haut, vers le bas. C'est plus facile en général de prendre θ qui va entre 0 et pi. Okay. Donc sur la sphère, les distances ici sont données par, si j'ai un point, alors j'ai dit que j'allais prendre une distance élémentaire ici, bon, on va faire ça dans toute la suite, donc je vais prendre les points A et B qui sont plus proches que ça, lui je vais le prendre ici, et puis le point B je vais le prendre un petit peu à côté là, on a un point B qui est ici, alors là on voit rien parce que c'est trop petit, je vais faire un zoom sur ce qui vient de se passer ici, on a un point A qui est là, et un point B qui est ici, où pour aller de là à là, je suis uniquement déplacé sur cette ligne ici, sur un méridien finalement, je suis un méridien pour descendre ici, ensuite, selon un parallèle, je me déplace ici sur B. Donc ça là, la ligne qui est ici, c'est un parallèle. L'angle qui est là, l'angle qui sous-tend la distance entre A et puis ce point-là, donc il fait un angle dθ avec le centre ici. Si le rayon de la sphère c'est R, la distance qui est ici c'est R dθ. D'accord avec ça? Donc en fait, la distance qui est là c'est R dθ. Et la distance qui est ici maintenant, alors attention, ça j'ai dit que c'était un parallèle, donc c'est un cercle. C'est le cercle ici qui passe comme ça. Ce cercle a quel rayon? Quel est le rayon du cercle que j'ai dessiné ici? C'est toujours le coût des sinus et des cosinus. Lequel c'est? Alors c'est l'angle opposé. Hein. Si je trace ça comme ça, on a un triangle rectangle qui est ici. Ça c'est l'angle opposé, c'est le côté opposé de cet angle-là dans le triangle rectangle. Donc c'est R fois sinus θ. Et ce qui m'intéressait, c'était la longueur qui est ici. Hein. Donc c'est R sinus θ fois dφ. C'est le rayon fois dφ. Et donc du coup, là-dedans, ça s'écrit ça maintenant, R2 dθ2 plus R2 sinus carré θ dφ. On peut montrer qu'il n'y a pas moyen de trouver un système de coordonnées sur la sphère tel que ça se mette sous la forme dx2 plus dy2. Donc, ici, vous voyez que ça, c'est plus compliqué que ça, parce que le terme qui est devant dφ2, là, il y a du θ. Donc, vous avez dθ ici, puis vous avez une fonction de θ ici. On peut montrer que sur la sphère, vous ne pourrez pas trouver le système de coordonnées qui vous permet d'écrire le cette forme-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système de coordonnées dans lequel on peut appliquer Pythagore sur la sphère. C'est ça, le fait que la sphère soit courbée alors que le plan ne l'est pas, ou que le tore de tout à l'heure, pas le tore mais le cylindre de tout à l'heure ne l'est pas non plus. Donc ça c'est dû au fait vraiment que ça ne peut pas se réduire à ça. Et ce qu'on va essayer de faire ensemble là maintenant dans cette partie la plus courte, c'est de voir comment se manifeste cette courbure. Là c'est quelque chose d'un petit peu mathématique sur des coordonnées, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on a de la courbure sur une surface? Comment est-ce qu'on peut la détecter expérimentalement? Par exemple, nous sur la Terre ici, on a l'impression que voilà, on est sur quelque chose qui est assez plat. Est-ce que je peux faire moi une expérience de physique là qui met en évidence la courbure de la Terre?
sans quitter la surface de la Terre. Ça va être ça le défi. Je n'ai pas le droit de monter, d'aller dans l'espace et de regarder. Il faut que je reste sur la surface, que je fasse des expériences sur la surface et que j'en déduise éventuellement que la surface sur laquelle je me trouve est courbée. Est-ce que vous avez, vous, des idées sur ça? Est-ce que vous savez quels sont les effets de la courbure en géométrie? Vas-y. Quand on est sur la mer, il y a le bateau, enfin le mât qui est sur la mer. D'accord, alors c'est vrai, ça c'est un effet qui fait appel à une dimension en plus. Ça, le mât, il dépasse de la Terre, et c'est le fait que nous, dans l'espace en 3 dimensions, on voit le mât qui passe derrière l'horizon. Moi, je voudrais des expériences où vraiment on se limite, dire on est des êtres plats, quoi, on rampe, on n'a même pas le droit de lever la tête, on fait que ramper, et on regarde que enfin, on a que des choses qui se passent sur la surface de la Terre elle-même. Ben, il y en a pas mal des effets en fait. Alors tout d'abord, sur une surface, sur une sphère par exemple, on va se limiter à la sphère pour l'instant, quand on fait de la géométrie sur la sphère, il existe des objets bizarres qui sont des diangles. Vous connaissez les triangles? Eh ben, on peut faire des diangles. On part de là, on fait une ligne droite. C'est là peut-être le point délicat. Une ligne droite sur une sphère, ça paraît bizarre. La sphère, elle est tordue. Comment on peut aller en ligne droite? Ce qu'on va appeler ligne droite ici, ça va être précisé un petit peu plus tard, ça va s'appeler une géodésique. Mais essentiellement, c'est la manière dont quelqu'un qui est tout petit là-dedans irait naturellement en ligne droite. Vous, là, vous ne savez pas que la Terre est ronde, vous savez très bien ce que ça veut dire d'aller en ligne droite. C'est-à-dire que vous tracez vous prenez votre règle, vous la posez là, et au fur et à mesure que vous avancez, vous avancez la règle parallèlement à elle-même. Bien, vous prenez 2 règles. Vous prenez une règle là, puis l'autre, vous la faites coulisser un peu, celle-là aussi, et comme ça, de proche en proche, vous avez quelque chose qui est une ligne droite. Et ça, on peut le faire en suivant la sphère. C'est une procédure tout à fait valide. Donc ce qu'on va appeler une ligne droite, c'est ça, sur la sphère. Donc si vous partez de ce point-là et que vous allez en ligne droite, vous partez de ce même point et vous allez aussi en ligne droite, mais en allant un peu de côté, stop, comme une patate dont on coupe une. On ne fait pas ça avec les patates. Une orange dont on enlève un quartier. Vous vous retrouvez ici avec un objet où ça va se rejoindre derrière là-bas. Donc les 2 points ici vont aller se rejoindre. On part d'un pôle, on va arriver à l'autre pôle. Et ça, c'est un objet pour lequel vous avez un angle ici alpha. Le même angle est là aussi. Et pourtant, il est délimité par 2 lignes droites. Ça, c'est un diangle, ça s'appelle. Voilà, donc en 3 dimensions, vous avez un diangle. Une manière donc, dans notre espace à nous de voir si on est sur une sphère, ça pourrait être ça. On part d'ici dans cette pièce, attention, on va faire une grande expérience. Puis toi, Thibaut, tu vas par là-bas, puis moi, je vais par là-bas. On marche, puis on voit en ligne droite, et on voit si jamais on se retrouve à un point. Et si oui, voilà, on aura effectivement un diangle. Et sur la Terre, ça va être le cas, ça va marcher. Non, tu veux partir plutôt par là-bas, toi? Non, au sud, ça... C'est plus chaud. Non, alors, on a aussi d'autres effets que celui-là. Là, c'est une expérience qui sera un peu coûteuse. Il faudrait faire la moitié du tour de la Terre pour faire l'expérience. On va limiter le déplacement au quart de la Terre maintenant. Imaginez qu'on parte ici d'un point, qu'on va définir comme étant le pôle. Dans tout ce qui se passe ici, le pôle, ça peut être n'importe quoi. Hein. Il n'y a pas de rotation de la Terre. J'ai la sphère, je définis un point donné là où on est comme le pôle, et puis je mets un système de coordonnées qui va bien autour. Ça n'a rien avec le pôle Nord ici, c'est pas forcément les pingouins là, ici. Donc je pars ici d'un point, je vais dans cette direction-là, je fais un quart du tour de la Terre. Quelqu'un qui part par ici fait aussi un quart du tour de la Terre dans cette direction-là. Et je complète ça par un chemin le long de l'équateur comme ça. Ça, c'est aussi un triangle. Et si on est parti ici, au niveau du pôle, si on est parti à angle droit, vous avez ici un angle droit, vous avez ici un angle droit, vous avez ici un angle droit. Vous avez ici un triangle dont les 3 angles sont droits. Donc il est tri-rectangle en quelque sorte, ce triangle. C'est bizarre, hein, mais voilà, sur la sphère, on a ce genre de truc qui peut se passer là. De manière plus générale, sur la sphère, si vous tracez un triangle qui est plus petit, donc en suivant, en faisant des lignes droites telles qu'on vient de le dire, là, en suivant des géodésiques, vous allez vous apercevoir que la somme des angles ici ne fait pas pi. La différence est d'autant plus petite que le triangle est petit, mais si on a des moyens très précis de mesurer les angles, en fait, même avec un triangle de la taille de la pièce, s'il suit effectivement la forme d'une sphère, on va pouvoir être capable de faire la différence entre un triangle tracé sur une sphère et un triangle tracé sur un plan en mesurant la somme des angles. On le verra tout à l'heure, il y a un moyen vraiment quantitatif de calculer la courbure d'une sphère en fait, avec cette expérience. Alors précisément, venons-en à des choses plus quantitatives maintenant.
On va calculer ensemble le cercle, le périmètre et la surface d'un cercle qu'on trace sur une sphère. C'est-à-dire, toujours une sphère qui est ici, j'ai un point ici que je vais prendre comme origine, O, et je vais faire la chose suivante, je vais tracer ici un cercle de rayon petit r. Et attention, ce que j'appelle petit r, c'est la distance sur le cercle. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis là sur la Terre, je déroule ma ficelle qui fait 10 km de long, j'arrive là, et faire un cercle, ça veut dire que avec cette ficelle tendue, j'avance dans l'autre direction, je fais bien le lac avance perpendiculairement, et du coup, ça fait un cercle qui fait ça. Voilà, avec le fil ici qui est tendu. Et la question que je vais me poser, c'est quel est le périmètre du cercle qui est ici. Bah, ça, c'est quelque chose qui est facile à calculer, puisque ici, ce cercle-là, nous, on a la chance d'être dans une troisième dimension, on le voit un petit peu de haut, et on voit bien que ce cercle-là, en fait, il est plan finalement, il est dans un plan qui est dans cette direction-là, et on peut calculer le rayon de ce cercle, on l'a fait tout à l'heure, en fait. Le rayon du cercle qui est ici, là, c'est cette distance-là. Si j'appelle grand R le rayon ici de la sphère sur laquelle on est en train de faire de la géométrie, et si j'appelle θ cet angle-là, le rayon ici du cercle, c'est R sinus θ. Donc son périmètre, je vais l'appeler C comme circonférence. La circonférence du cercle, du coup, c'est 2π fois le rayon. 2π fois R sinus θ. Or, moi, si je suis avec ma ficelle qui fait la distance petit r, là, je m'attendais à autre chose, moi. Je m'attendais à ce que, dans un espace plan, la circonférence du cercle, on s'attendait à ce que ça fasse 2π fois petit r. J'ai marqué ici plan. 2π fois le r qui est là. C'est pas la même chose. Puisque le petit r qui est ici, il est relié à θ, mais d'une autre manière. Le r, là, c'est vraiment un arc de cercle. Donc lui, c'est vraiment r fois θ, parce qu'il n'y a pas de sinus là. La distance qui est ici, là, le long du cercle, c'est vraiment grand R fois θ. Donc, la circonférence à laquelle on s'attendrait sur un plan, c'est donné par ça. Celle qu'on mesure, c'est donné par ça. Donc, vous faites l'expérience, vous tendez votre fil de 10 km, vous faites le tour, puis vous mesurez le périmètre de la zone que vous avez obtenue comme ça. Ça se mesure avec un double décimètre. Hein. Avec 10 km de rayon, il en faut beaucoup, mais on peut le faire. Donc, on peut mesurer cette distance-là et comparer à ce qu'on attendrait dans un univers plan ici. Alors, on trouverait ça et non pas ça. Si on ne s'aventure pas trop loin ici sur la sphère, c'est-à-dire si petit r ici est très petit devant grand R, auquel cas c'est 10 km, là c'était petit devant le rayon de la Terre, on a ici θ qui est donné par, je viens de le dire, c'est petit r sur grand R, donc ça c'est petit devant 1. Et dans ce cas-là, ça c'est donné à peu près par 2πr, θ, par ça, très bien, plus une correction. Moins 2π, r et θ ici, du coup la correction qui vient après c'est θ3 sur factoriel 3, c'est-à-dire sur 6. θ au cube c'est petit r sur grand R, donc ça fait r cube sur grand R cube, et lui ça fait r carré, du coup ici comme ça. Et donc la circonférence ici à laquelle on s'attend, ça c'est à peu près égal à C dans le plan, facteur de 1 moins R3 sur 6 grand R3. C'est vrai ça? Je me suis attendu à un carré, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Oui, non, parce que si je mettais θ en facteur, je mets un petit R sur R en facteur. Donc ici c'est carré. Voilà. Donc on trouve ça, la circonférence est donnée par ça. Et donc en faisant vraiment cette expérience-là, hein, sur la Terre, on aurait accès à la grandeur qui est ici, et donc on aurait accès du coup à la grandeur qui est là. On aurait accès à vraiment au rayon de courbure de la surface sur laquelle on se trouve. Donc vous voyez qu'avec des mesures uniquement confinées à la surface sur laquelle on est, on arrive à connaître la courbure de la surface. Si on pousse un petit peu plus loin l'expérience de pensée, je vous ai dit, dans un premier temps, on va prendre un rayon qui est petit devant le rayon de la sphère. On n'est pas obligé de faire ça, on peut très bien aller prendre des rayons de plus en plus grands. Et on voit qu'il va se passer un truc bizarre. Si mon fil là, que j'utilise pour tracer le cercle, il est plus grand que la distance entre le pôle et l'équateur.
Donc si le fil, il me fait aller jusque-là, par exemple. Vous voyez qu'on va avoir un truc super bizarre. Donc j'ai le fil qui va jusque-là. Je tends le fil et je fais le tour de la sphère. Voilà. Le cercle que je veux obtenir, il est comme ça. Et le rayon, lui, il est donné par tout ça. Et je trouve qu'en augmentant le rayon, le périmètre du cercle diminue. Donc sur une surface courbe, on a un truc bizarre comme ça. On prend un cercle de rayon plus grand et on trouve un périmètre plus petit. Ce périmètre, d'ailleurs, va tendre vers 0 quand on va atteindre le bout d'ici. Et de la même façon, la surface qu'on obtient ici en augmentant R diminue de plus en plus doucement. Et à la fin, on trouve simplement la surface de la sphère, une fois que le rayon vaut tout ça. Alors, expérience de pensée. Maintenant, imaginons que vous êtes une fourmi qui mange du chewing-gum bidimensionnel. Vous êtes prêts? Ce que j'appelle un chewing-gum bidimensionnel, c'est ça. Vous êtes ici une fourmi, et vous êtes dans un monde à 2 dimensions, donc le chewing-gum, quand vous soufflez à la bulle, là, il va juste être sur les 2 dimensions. D'accord? Vous êtes là, et vous soufflez, ça fait un truc qui est là sur la sphère elle-même. D'accord? Vous imaginez ça? Bon. La fourmi souffle. Donc elle augmente le volume, enfin elle augmente ici la quantité d'air qui se trouve là. Donc on obtient quelque chose qui est comme ça. Elle continue à souffler. Ça passe derrière. Voilà. On obtient des cercles comme ça qui sont de plus en plus grands. Elle souffle, elle souffle. Au bout d'un moment, on obtient le cercle maximal. Elle continue de souffler, donc elle envoie de l'air par là. Hein. Je vais changer de couleur parce que là on a une situation qui devient un peu bizarre. On obtient quelque chose comme ça. Elle continue de souffler. Elle ajoute de l'air ici. Elle continue de souffler. Elle continue de souffler. Voilà. Elle se retrouve en soufflant avec finalement le chewing-gum derrière elle. Donc elle a vu le chewing-gum comme ça gonfler, 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 gonfler. À un moment, pouf, elle avait autant d'air devant que derrière. Ça, c'était la situation où on a le cercle ici qui coupe la sphère en deux. Donc pour elle, ici, elle a les bouts de chewing-gum qui partent à angle droit comme ça. Elle continue de souffler, le chewing-gum arrive derrière, et hop, elle se retrouve avec le chewing-gum là. Okay. Alors, ça c'est bizarre, hein, mais voilà, c'est ce qui se passe sur une surface sphérique. Tout ça, c'est complètement transposable dans un univers à 3 dimensions. Vous allez me dire, ouais, mais comment est-ce qu'on imagine un truc courbé à 3 dimensions? Le point, c'est qu'on n'a pas besoin d'imaginer, en fait. Là, la fourmi qui est ici, à aucun moment, elle a eu besoin de se dire, tiens, ma sphère, elle est immergée dans un espace de dimension 3, et ça ressemble à une boule. Elle est là, elle est posée sur le sol, elle a soufflé son chewing-gum, elle a vu partir le truc loin là-bas, bon, très bien, c'est parti loin, elle le voit revenir derrière, c'est tout ce qu'elle a vu, elle, hein, et elle reste dans un monde bidimensionnel. La courbure dans un espace tridimensionnel, ça fait exactement la même chose. Un espace tridimensionnel peut être courbe si les propriétés des figures qu'on inscrit dedans ont des propriétés similaires à ce que je viens de dire. Par exemple, si vous êtes dans notre univers tridimensionnel à nous, une expérience qu'on peut faire pour savoir s'il est courbe, c'est je prends un fil de 100 km de long, je trace une sphère avec, donc je fais parcourir au bout du fil tous les points de l'espace qui sont accessibles, j'obtiens une sphère, je mesure la surface de la sphère qui a été obtenue, et je m'aperçois que je vais trouver quelque chose qui est différent de 4 pierres carrées, si je suis dans un univers qui est courbe. Et je n'ai pas quitté mon espace tridimensionnel, de la même façon que la fourmi n'est pas quittée son espace bidimensionnel. Si l'espace a une dimension qui est de type sphérique, l'espace tridimensionnel est l'analogue d'une sphère mais à 3 dimensions, si vous soufflez un chewing-gum, il va vous arriver un truc bizarre. Hein. Vous soufflez le chewing-gum, vous soufflez, ça devient énorme. Au bout d'un moment, vous avez vos bouts de chewing-gum qui fait un plan comme ça autour de vous, vous continuez à souffler, ça fait une sphère qui vient derrière vous, et vous vous retrouvez avec le chewing-gum qui est là en fait. Enfin, du coup, qui vient un peu sur la figure, mais qui se retrouve là. Et vous avez soufflé, vous, tout l'air qui est ici. En fait, vous avez rempli l'espace tridimensionnel d'air, et vous avez qu'un tout petit bout de vide derrière. Là. Dans ce cas-là, l'univers tridimensionnel serait fini. Hein. Il aurait un volume fini. De la même manière qu'ici, la sphère a une surface finie. D'accord ? Donc la courbure, elle a ces effets-là en 3 dimensions. Et pour donner un analogue qui conduit à une vraie expérience de pensée. Enfin, une vraie expérience de pensée. Une expérience de pensée qui peut avoir un pendant dans la vie de tous les jours. Je vous avais dit l'autre fois, sur la sphère, si vous imaginez que 2 personnes ici partent marcher, ici, suivent leurs pieds, vont en ligne droite dans cette direction-là,
ils vont se retrouver tous les deux au pôle, pourtant ils ont tous les deux marché en ligne droite, et ils vont se retrouver l'un l'autre. Dans l'espace tridimensionnel, c'est pareil. Un espace courbe, vous avez deux vaisseaux spatiaux que vous envoyez en ligne droite et vous les faites suivre une ligne droite. Si l'espace est courbe, ils vont finir par se rencontrer, ou d'ailleurs à se séparer. Mais si c'est l'analogue d'une sphère, ils vont finir par se rentrer dedans. Il n'y a pas besoin de vaisseaux spatiaux, vous faites ça avec de la lumière. Vous envoyez un laser comme ça, vous les réglez précisément parallèle au début comme ça, un autre laser. Les lasers, ça va en ligne droite, c'est comme ça, on peut le montrer, hein, mais c'est comme ça que ça marche. Et au bout d'un moment, dans un espace court, ça va éventuellement se rencontrer. Cette courbure, dans notre espace de tous les jours, on y est très familier à ça. C'est ce qu'on appelle la gravitation. Quand on dit les rayons se sont courbés les uns les autres, ou si j'envoie une bille et une autre bille, elles ont fini par se rencontrer, on va dire elles sont attirées gravitationnellement. Ou quelque chose les a attirés tous les deux gravitationnellement l'un vers l'autre. Voilà. La gravitation, c'est vraiment cet effet-là, ce sont des effets de courbure de ce type-là. Donc il y a deux questions qui se posent en fait. La relativité générale, il y a vraiment deux parties. Partie 1, comment est-ce que des objets se déplacent dans un espace qui est courbe? 2, que vaut la courbure? Qu'est-ce qui la cause? Et donc il y a vraiment deux parties assez séparées finalement dans la relativité générale. On a toute une partie qui est de déterminer la courbure de l'espace-temps, parce que c'est bien ça qu'il s'agit, un espace-temps, de déterminer la courbure de l'espace-temps à partir de ce qu'il y a dedans. Ça, c'est les équations d'Einstein, ça s'appelle, c'est un peu complexe et c'est sur ça qu'on va passer vite. Mais donc, il y a vraiment des équations qui nous disent, voilà, on met une masse ponctuelle ici dans l'univers, et bien ça va donner telle courbure. Ok, ça c'est fait. Maintenant, deuxième étape, une fois qu'on a la courbure, qu'on connaît la courbure de l'espace-temps, j'envoie des particules là-dedans, comment est-ce qu'elles se déplacent? Et ça, c'est des choses qui sont plus faciles à étudier, on y passera un petit peu plus de temps. Mais on a vraiment ces deux effets-là. La difficulté en majeur en fait, de la relativité générale, c'est que ce que je viens de vous dire là, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie le mouvement d'un corps dans l'espace-temps, lui-même, ce corps, il influe l'espace-temps sous-jacent. Il a un effet, il est là, il a une masse, où il a de l'énergie, et ça suffit en fait. Donc, la présence d'un corps suffit à courber l'espace-temps. Donc, il y a des situations dans lesquelles ça devient difficile de décorréler la courbure de l'espace avant que l'objet arrive et celle que l'objet lui-même crée. Et en particulier quand on a deux objets très massifs ou très compacts l'un à côté de l'autre, genre deux étoiles à neutrons qu'on met l'une autour de l'autre, là c'est extrêmement difficile de séparer le problème en deux étapes, il faut résoudre les deux en même temps, et ça c'est vraiment très compliqué. Ça on va pas du tout l'aborder, et c'est des questions qui sont encore très, très actuelles. Alors, ces questions sur ces observations-là, disons juste sur la géométrie dans un espace courbe, elles ont été faites au XVIIIe siècle, au XIXe siècle en maths. Et un des gars qui a compris ça ou qui a formalisé ça, vous savez qui? D'ailleurs, vous savez associer un nom de mathématicien à la courbure? Non. Vas-y, joue. Alors ouais, mais lui c'était effectivement, il a travaillé sur ça, mais c'était lui c'était plus tard que celui auquel je pense à Gauss. Vous n'avez pas Gauss? Non. Et alors Gauss, lui, donc il avait remarqué que sur une sphère, la somme des angles d'un triangle moins pi divisé par S, la surface du triangle. La situation c'est la suivante. J'ai un triangle de ce type-là avec des angles ici alpha, bêta, gamma. Et ça c'était constant en fait. Ça ne dépendait pas de la taille du triangle ni de la surface du triangle. Pour un petit triangle ou un grand triangle, on va trouver la même chose. Donc ça c'est ce qu'avait observé Gauss. Et c'est ce qu'on appelle ça, la constante qui est là-bas, c'est ce qu'on appelle la courbure de Gauss. Et alors, c'est même ça donné de manière plus précise par 1 sur R au carré, où R c'est le rayon de la sphère sous-jacente. Ça c'est S, c'est la surface du triangle qui est ici. Donc je vous disais tout à l'heure, pour des grands triangles, on a des grandes déviations ici entre la somme des angles et pi. Donc effectivement, on voit ici, si ça c'est constant, ça veut dire que pour des grands triangles, quand S est grand, l'écart au numérateur va être grand aussi. Donc on a des grandes déviations.
Bah, en fait, l'étape qui est ici, là, on peut la démontrer. Hein. Allez, on va faire des maths comme Gauss. On va jouer à Gauss. Soyons Gauss. Si je vous dis la somme des triangles, la somme des angles d'un triangle ici, moins pi divisé par la surface, c'est une constante, ne dépend pas du triangle. Que vaut cette constante? Bon, on va prendre un triangle particulier pour lequel on sait calculer ça. Là, je vous propose le triangle trirectangle de tout à l'heure, là. Celui qui a des angles droits partout. Parce que du coup, ça vaut pi sur 2. Ça vaut pi sur 2. Ça vaut pi sur 2. Donc ici, le quart vaut 3 pi sur 2 moins pi sur 2, divisé par la surface de ce truc-là. C'est quoi la surface de ça? Ouais. Donc effectivement, ça c'est 1/8 de la sphère. Et la surface de la sphère, c'est 4 pi r carré. Et donc je veux ça divisé par 8. Donc on voit assez vite que le 8 il monte là-haut, le 2 descend là, 8 sur 8 ça s'en va, les pi s'en vont, et il reste effectivement 1 sur r carré. La partie difficile de ça, ou pas évidente, c'est que cette grandeur-là est constante. Donc ça permet de définir effectivement la courbure sur une sphère. Et si on a une surface qui n'est pas sphérique, on a un truc qui est ondulé, on peut aussi définir la courbure de manière locale. Qu'est-ce que je peux prendre comme surface ondulée? Une pull, là. Ça fait une super surface ondulée, ça. Voilà, c'est un peu n'importe comment. Toi. Si je veux la surface en ce point-là, là, ce que je fais, c'est que je vais me placer, je vais prendre un triangle qui est vraiment très très petit, sur, à l'endroit où j'ai dessiné mon triangle ici, je vais avoir une surface qui est assez régulière, et on peut montrer en fait que sur un élément assez petit, la quantité qui est ici, elle est certes pas constante de manière rigoureuse, mais ça, en fait, ça tend vers une constante quand S tend vers 0. C'est-à-dire si je prends des triangles de plus en plus petits, et ben ça, en fait, ça tend vers une constante, et c'est ça qu'on appelle la courbure de la surface à cet endroit-là. Et ça, on peut le faire partout sur tout type de surface. Si je me mets sur un endroit plat, sur la table, ben, en fait, je vais trouver 0. La somme des triangles, la somme des angles ici fait effectivement pi, donc ça va faire 0. Si je me mets sur quelque chose qui a une forme un peu bombée comme ça va donner une constante positive. On a des situations d'ailleurs où ça peut être négatif aussi. Hein. Quand on a quelque chose comme une selle de cheval par exemple. Est-ce que je me hasarde de dessiner ça? Ouais, allons-y. Quelque chose qui est comme ça. Vous voyez là c'est dans cette direction-là, ça fait ça. C'est comme un col de montagne. Hein. Vous avez ici, vous arrivez là, vous mangez le casse-croûte là, puis vous redescendez de l'autre côté. Là c'est les montagnes. Et bien, si vous tracez un triangle sur cette surface-là, vous allez percevoir que la somme des angles en fait, est plus petite que pi. J'essaierai de vous mettre une illustration là, sur la vidéo de ça, parce que je n'arriverai pas à le dessiner à l'écran, c'est sûr. Je vais plus vous envoyer qu'autre chose, mais je vous trouverai une illustration où c'est bien fait. Du coup, et pour terminer avec ça, cette observation-là, elle donne une manière opérationnelle de décrire et de calculer la courbure sur une surface. Et cette procédure, c'est la suivante. Je suis sur une surface ou dans l'espace et je vais décrire un triangle. Je suis sur un point A et je vais prendre une flèche, je vais prendre un vecteur, une direction de référence. Donc j'ai un pointeur, là, je vais prendre mon stylo et je le fais pointer dans une direction complètement arbitraire, mais il pointe dans une direction donnée. Je vais me déplacer dans une autre direction. Donc ce que je vais faire, il y a plusieurs manières de représenter, je vais en adopter une, je réfléchis, ça y est, ça va être celle-là. Je prends ma direction qui est ici, je la fais tourner d'un angle alpha, l'alpha je le prends dans ma tête, on verra ce que c'est après, et j'avance dans la direction indiquée par le stylo, d'une certaine distance. Paf. J'arrive ici au point B, donc là ma flèche avait tourné, donc elle est là, j'arrive au point B, la flèche pointe dans cette direction-là, non là j'ai suivi la flèche. Arrivé à ce point-là, je fais tourner la flèche d'un angle bêta. J'arrive ici au point C. La flèche, je la fais retourner dans la direction gamma. Enfin, je la fais tourner d'un angle gamma pour arriver dans cette direction-là et pour arriver à cette direction-là. Alors du coup, on peut se dire, ouais, mais quand on est là, comment est-ce qu'on fait pour savoir de quel angle il faut tourner pour que ça soit pile la bonne direction-là? Donc la manière de faire, c'est peut-être plutôt du coup de commencer par cette direction-là, on part d'ici, on va dans cette direction-là, on tourne, on retourne, et une fois qu'on arrive là, on repointe la direction, on repointe le vecteur dans la direction originale. Donc ça, je peux le faire, je vais la faire l'expérience devant vous. Hein. Donc j'ai mon stylo ici,
j'ai le point qui est là, je garde un stylo de référence, d'ailleurs je garde un stylo là pour me rappeler comment il était, je suis le stylo, je ne sais pas pourquoi je tourne, je suis le stylo donc je vais tout droit. Arrivé ici, je me dis, je vais tourner par exemple de 110 degrés, hop, je suis cette direction-là, j'arrive ici, je tourne ici d'un autre angle, paf, j'arrive à cette direction-là, et je regarde l'angle qu'il faut tourner pour retrouver la direction du stylo de départ. Les trois angles qui sont ici, là, vous vous rendez compte qu'ils ont une propriété particulière, puisque là, l'angle qui est ici, c'est pi moins alpha, l'angle qui est là, c'est pi moins bêta, et l'angle qui est là, c'est pi moins gamma. Donc la somme des angles ici des triangles, on a pi moins alpha plus pi moins bêta plus pi moins gamma, ça fait 3pi moins la somme des angles. Θ plus gamma. Si je fais ça dans un univers qui est plat, ce que je vais trouver pour ça, ça va être pi, et donc ça va me donner simplement pi dans un univers plat. Et ça va être différent de 2pi dans un univers non plat. Et ça, on verra un petit peu plus tard dans le cours que ça nous donne des outils mathématiques pour décrire ça. Ça s'appelle le transport parallèle. Prendre une direction et puis la suivre comme ça en emmenant le vecteur, ça s'appelle le transport parallèle. Et on verra un petit peu plus tard, ou bien aujourd'hui ou la prochaine fois, que ça permet de vraiment donner un outil mathématique qui décrit la courbure sur une surface. On va tomber sur un objet qui sera ce qu'on appelle un tenseur, je vais y revenir tout à l'heure, et qui s'exprime en fonction du tenseur métrique en fait. On va trouver à partir de considérations de ce type-là une grandeur qui est liée au tenseur métrique et qui nous dit si la surface est courbe ou pas. Le point C, c'est pas n'importe quel. Ça s'arrête pas à n'importe où. Non, parce qu'il faut effectivement. Voilà, il faut effectivement arriver ici. Il faut être capable en fait de faire cette trajectoire. Il faut être aligné avec le premier vecteur. Voilà, et. Parce que ça ne suffit pas de fermer. Non, alors justement, c'est là où c'était pas clair effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on part d'ici. Oui. Avec la direction qui est là, on fait ça, on revient au point là. Comme on a suivi notre flèche ici, cette flèche-là a cette direction-là, et l'angle alpha, c'est l'angle qu'il faut pour ramener cette direction-là à celle-là. Voilà. Donc c'est mieux de prendre le truc une étape après ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une bonne remarque, mais effectivement, je l'ai mal fait mettre. Alors, la partie qui décrit la courbure, ça va vraiment être la partie délicate dans un cours de relativité générale. Et là, il y aura beaucoup de choses que par contre, je vais vous demander d'admettre. Je vais vous décrire certaines choses. Je vais aussi vous montrer des formules. Vous allez voir que, en particulier, ce qu'on appelle le tenseur de courbure, il est monstrueux, quoi. C'est un truc, c'est gros comme ça. On a surtout pas envie de faire de calcul avec ça. Bon, on n'en fera pas. Donc, je vous dirai des choses intéressantes sur ce tenseur de courbure, mais on évitera un certain nombre de calculs pénibles. On peut facilement passer 4 heures rien que sur ça, et ça n'a aucun intérêt au niveau où je pourrais faire le cours avec vous. On y reviendra sur cette histoire de courbure, notamment l'histoire du déplacement parallèle. Là, on a un certain vecteur, on le suit, puis on fait un triangle. Bon, je suis allé un peu vite, j'ai pas forcément été très clair non plus, je m'en rends compte. Donc j'y reviendrai de toute façon un petit peu plus tard, quand je vous écrirai vraiment le tenseur qui décrit la courbure, et que je vous introduirai les équations d'Einstein. Donc ça j'y reviendrai.